Tout a commencé il y a 5 ans. Ryan venait d'épouser Jessica. Elle était belle, ambitieuse, avec ce genre de sourire qui brille sur les photos mais s'estompe dès que les appareils photos sont partis. Ils sont venus à mon appartement un après-midi de printemps. J'étais excité. Je pensais que c'était une visite de courtoisie. Je pensais qu'ils m'incluaient enfin dans leur nouvelle vie. Mais ce n'était pas une visite. C'était une négociation. Maman, nous avons besoin de ton aide. Ryan a dit, Jessica veut une maison. Une vraie maison avec un jardin, 2 étages, dans le bon quartier, mais la banque a besoin d'un co-signataire. Ce ne sont que des papiers. Juste ta signature. Tu n'auras rien à payer. C'est juste pour la sécurité. Jessica m'a touché la main. Ses ongles étaient parfaits. Couleur corail, long, cher. Maman Véronica, tu sais à quel point il est important pour nous de bien commencer. Une famille a besoin de stabilité. Tes futurs petits-enfants ont besoin d'un foyer. Futurs petits-enfants. Ces mots étaient là pas parfaits. J'ai imaginé une maison pleine de rire. Des Noëls ensemble. Des pancakes le dimanche. Moi étant la grand-mère qui fait des biscuits et raconte des histoires. J'ai signé. J'ai signé sans lire les petits caractères. J'ai signé parce que je faisais confiance, parce qu'il était mon fils, parce que l'amour ne lit pas les contrats. 6 mois plus tard, ils sont revenus. Cette fois, c'était la voiture, un SUV noir, élégant. Il coûtait 45 000 $. Nous avons besoin que tu fasses un acompte. Maman, juste 8 000 $. On te remboursera dans 6 mois. Je te le promets. J'ai pris l'argent de mes économies. Ces économies que j'avais amassées en nettoyant des maisons, en repassant les vêtements des autres, en travaillant en double service quand mes os suppliaient déjà pour du repos. 8 000 $. Je les ai donnés avec un sourire. Parce que c'est ce que font les mères. Nous donnons. Nous donnons toujours. Les 6 mois se sont transformés en 1 an. L'année s'est transformée en jamais. Puis sont venues les urgences. Petite au début. Maman, le chauffe-eau est cassé. C'est 1 200 $. Maman, Jessica a besoin de soins dentaires. C'est 2 000 $. Maman, les enfants ont besoin de vêtements pour l'école. C'est 500 $. Et j'ai payé. J'ai toujours payé parce que chaque fois que j'hésitais, Ryan disait quelque chose comme « Tu ne me fais pas confiance. Tu ne veux pas que tes petits-enfants aient le meilleur. Je pensais que tu étais différente, maman. Je pensais que tu nous soutenais. » La culpabilité. C'était leur instrument préféré. Ils jouaient de moi à la perfection. Et je sonnais exactement comme ils le voulaient. Mais ce n'était pas seulement l'argent. C'était tout le reste. Les appels qui ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les invitations qui n'arrivaient jamais. Les anniversaires où je n'étais pas la bienvenue parce que Jessica avait invité ses amis élégants et moi. Eh bien, je ne cadrais pas dans leur monde de flûte à champagne et de robes de créateur. Je portais la même robe grise que j'avais depuis 10 ans, la même que je portais au mariage de Ryan. La même que Jessica a regardée avec dédain une fois et a marmonné quelque chose sur la charité et les friperies. Mais je suis restée silencieuse parce que c'est ce que j'avais appris. Dans ma famille, la gentillesse était la laisse invisible, et je la portais en pensant que c'était un collier de perles. Les visites sont devenues moins fréquentes, puis inexistantes. Ils ne m'appelaient que pour de l'argent ou pour garder les enfants quand ils avaient de meilleurs plans. J'étais la nounou gratuite, la carte de crédit d'urgence, la solution pratique. Je n'ai jamais été invité à dîner. Je n'ai jamais fait partie des photos de famille qu'ils publiaient sur les réseaux sociaux. Je n'existais que dans les marges, dans l'ombre, sur les reçus de banque. Et pourtant, je continuais à payer. Je continuais à sourire. Je continuais à dire oui. Jusqu'à cet après-midi de décembre, je suis arrivé avec des cadeaux, du vin, de l'espoir. J'avais acheté des jouets pour mes petits-enfants, un parfum cher pour Jessica, une cravate en soie pour Ryan. J'ai dépensé plus de 300 $. De l'argent que je n'avais pas, mais c'était Noël, et Noël était pour la famille. J'ai sonné à la porte. La neige tombait doucement. Tout semblait parfait, comme une carte postale. Ryan a ouvert la porte,
mais il n'a pas souri. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si je n'étais pas la femme qui a passé 30 heures de travail pour le mettre au monde, comme si je n'étais pas celle qui sautait des repas pour qu'il puisse manger, comme si je n'étais rien. Derrière lui, la maison brillait. Des lumières dorées, un immense sapin décoré d'ornements argentés et de guirlandes élégantes, l'odeur de la dinde rôtie, des rires, une musique douce. C'était le genre de scène qu'on voit dans les films, la famille parfaite, le Noël parfait. Mais je n'étais pas dans ce film. Jessica est apparue derrière Ryan. Elle portait une robe couleur vin, élégante, chère, probablement achetée avec l'argent que j'avais envoyé le mois dernier pour les supposées leçons de piano des enfants. Elle m'a regardé de haut en bas. Ses yeux se sont arrêtés sur mon vieux manteau, sur mes chaussures usées, sur le sac de cadeaux que je portais avec tant d'enthousiasme, et elle a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qu'on donne à quelqu'un qui est sur le point de recevoir de mauvaises nouvelles. Ryan, j'ai dit, joyeux Noël, chérie. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé. Et dans ce silence, j'ai tout entendu ce que je ne voulais pas entendre. J'ai entendu des années de mépris, d'indifférence, d'exploitation. Maman, a-t-il commencé. Sa voix était froide, contrôlée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu entres. Les mots m'ont frappé comme des poings invisibles. Je suis désolé. Jessica s'est approchée. Elle a posé sa main sur l'épaule de Ryan. Un geste territorial. Possessif. Véronica, a-t-elle dit. Elle a utilisé mon nom. Pas maman. Pas belle-mère. Juste mon nom. Comme si j'étais une employée qui se présentait le mauvais jour. Nous avons des invités importants aujourd'hui. A-t-elle continué. Des gens du bureau de Ryan, son patron, des clients. C'est un dîner d'affaires. Tu comprends? Ce n'est pas vraiment une réunion de famille. J'ai regardé Ryan, attendant qu'il dise quelque chose. Pour me défendre, pour dire que j'étais sa mère et que j'avais le droit d'être là, mais il a juste détourné le regard. Lâche. Et les enfants? Ai-je demandé. Ma voix tremblait, mais j'ai essayé de la garder stable. Laissez-moi au moins leur donner leurs cadeaux. Ce sont mes petits-enfants. Jessica a soupiré comme si j'étais un problème qu'elle devait résoudre avec patience. Les enfants sont occupés. De plus, ils ont déjà trop de jouets. Ils n'en ont pas besoin de plus. Elle m'a pris le sac des mains. Elle l'a ouvert, a regardé le contenu. J'ai vu son expression changer. Mépris. Ces jouets en plastique, Véronica. Nous achetons des choses de qualité pour nos enfants. Ça, eh bien, c'est un peu bas de gamme. Bas de gamme? Ce mot s'est planté dans ma poitrine comme un couteau rouillé. Ryan a finalement parlé. Et quand il l'a fait, il a détruit le peu qui restait de mon cœur. Maman, écoute, ce n'est pas personnel. Mais Noël n'est pas un endroit pour les perdants. Ce soir est important pour nous, pour notre avenir. Nous ne pouvons pas avoir. Eh bien, nous ne pouvons pas donner la mauvaise impression. Perdant. J'ai répété le mot comme si c'était du poison dans ma bouche. Il a haussé les épaules. Tu sais ce que je veux dire? Tu vis dans ce petit appartement. Tu travailles en nettoyant des maisons. Tu n'es pas. Eh bien, tu n'as pas réussi. Et les gens qui viennent aujourd'hui, ils sont importants. Ils ont des standards. Jessica a hoché la tête. C'est juste pour ce soir, Véronica. Je suis sûr que tu comprends. Nous ne voulons pas que tu te sentes mal à l'aise. Tu serais déplacé. Déplacé dans la maison que j'ai aidé à acheter, avec l'argent que j'avais envoyé, mangeant la nourriture que j'avais probablement payée sans le savoir. J'ai regardé mon fils. J'ai cherché quelque chose dans ses yeux. Une lueur du garçon qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Mais il n'y avait rien, juste de la froideur, juste de la honte. Honte de moi, de la femme qui a tout sacrifié pour qu'il ait une vie meilleure. Puis Jessica a murmuré, en se déplaçant pour fermer la porte. Peut-être qu'il vaut mieux que tu passes Noël chez toi, seul. C'est plus approprié pour quelqu'un d'en.
Eh bien, ta situation. Et avant que je puisse répondre, la porte s'est fermée lentement, doucement, comme si on fermait le couvercle d'un cercueil. Je suis resté là dans le froid avec le sac de cadeaux toujours dans mes mains. La neige tombait sur ma tête, sur mes épaules, sur mon cœur brisé. Je pouvais entendre les rires à l'intérieur, le tintement des verres, la musique festive. La vie continuait. Je n'en faisais juste plus partie. Je me suis dirigé vers ma voiture. Chaque pas semblait fait de plomb. J'ai ouvert la portière, je me suis assise. J'ai laissé les cadeaux sur le siège passager. Et pendant un instant, je suis resté assise là à respirer, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit en silence. Les rues étaient décorées de lumières de Noël. Des familles se promenaient main dans la main. Des enfants riaient. Tout le monde semblait avoir sa place quelque part, sauf moi. Je suis arrivé à mon appartement. J'ai monté les escaliers, ouvert la porte, allumé la lumière, et voilà. Ma vie, petite, modeste, solitaire. J'ai enlevé mon manteau. Je me suis fait un thé. Je me suis assise près de la fenêtre. Et finalement, les larmes sont venues. Silencieuses, amères, chaudes. J'ai pleuré pour la fille que j'étais, pour la mère que je voulais être, pour la grand-mère qu'ils ne m'ont jamais laissé être. Mais surtout, j'ai pleuré pour l'idiote que j'étais devenu, l'idiote qui croyait que l'amour pouvait s'acheter avec des sacrifices. L'idiote qui pensait que donner et donner et donner finirait par me valoir une place dans leur vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, à fixer le plafond, à penser, à me souvenir, à relier les points. Et avec chaque souvenir, la clarté grandissait comme le lever du soleil après la nuit la plus sombre. Lente mais inévitable. Je me suis souvenu de la première fois où Ryan m'a demandé de l'argent après son mariage. 200 $ pour une urgence. Il ne m'a jamais dit quelle était l'urgence. Et je n'ai jamais demandé. Je me suis souvenu quand il a arrêté de m'appeler maman et a commencé à m'appeler Véronica. Comme si le titre était trop intime, trop compromettant. Je me suis souvenu de toutes les fois où Jessica a fait des commentaires sur mes vêtements, mes cheveux, ma façon de parler, toujours déguisée en préoccupation, toujours empoisonnée de mépris. Je me suis souvenu des anniversaires oubliés, des appels non retournés, des promesses non tenues, et je me suis souvenu de l'argent. Tellement d'argent, des milliers et des milliers de dollars qui ont quitté mes mains pour aller dans les leurs comme de l'eau s'écoulant entre mes doigts. Invisible, mais constant. L'hypothèque que je payais en secret quand il prenait du retard. Les 600 $ par mois que j'envoyais comme si c'était mon devoir. L'assurance auto, les réparations de la maison, les cours des enfants, tout. Et puis j'ai compris que je n'étais pas sa mère. J'étais sa banque. Je n'étais pas sa mère. J'étais sa ressource. Et les ressources sont utilisées. Elles sont exploitées. Elles sont jetées quand elles ne sont plus utiles. Cette prise de conscience n'est pas venue comme un cri. Elle est venue comme un murmure. Froid, clair, vrai. Je me suis levé de la chaise. Je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait dans l'obscurité de mon appartement. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Et là, c'était la liste complète de mon propre esclavage financier. Virement automatique à Ryan Mandé. 600 $ chaque mois pendant 5 ans. 36 000 $. Paiement de l'hypothèque partagée, 450 $ chaque mois parce que j'étais la cosignataire. Et quand il ne payait pas la totalité, la banque me débitait. Assurance auto, 120 $ par mois. Plan dentaire familial, 80 $, et la liste continuait comme un drain sans fin. J'ai déplacé le curseur. Je l'ai laissé planer sur le bouton annuler, et j'ai pris une profonde inspiration. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas de vengeance. Il n'y avait que la paix. Le genre de paix qui vient quand on arrête enfin de saigner. J'ai cliqué sur annuler. Le mot est apparu à l'écran comme un jugement final. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement automatique? Oui. Annuler. Un autre clic. Une autre annulation. Et une autre. Et une autre. Chaque clic sonnait comme une porte qui se ferme. Mais cette fois,
ce n'était pas moi qui étais laissé dehors. Cette fois, c'était moi qui fermais la porte de l'intérieur, de mon côté, depuis ma paix. Virement automatique à Ryan Mandé. Annulé. Paiement de l'hypothèque partagée. Annulé. Assurance auto au nom de Ryan Mandé et Jessica Ruiz. Annulé. Plan dentaire familial. Annulé. Abonnement à la salle de sport que Jessica insistait être pour sa santé mentale. Annulé. Un par un, méthodiquement. Sans hâte, sans colère, juste la précision d'un chirurgien qui enlève enfin une tumeur qui grossissait depuis des années. Il m'a fallu exactement 5 minutes pour démanteler 5 ans d'exploitation. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis assise dans le silence de mon appartement. La ville dormait dehors. La neige tombait encore. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Quelque chose que j'avais oublié. La légèreté. Comme si j'avais porté des pierres dans mes poches et que je les avais enfin laissées tomber. Comme si j'avais respiré sous l'eau et que j'avais enfin refait surface. Je ne l'ai pas regretté. Pas une seconde. Je me suis fait une autre tasse de thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu. Je n'ai pas attendu leur appel. Je n'ai pas attendu leurs excuses. J'ai juste attendu le lever du soleil parce que je savais que lorsque ce soleil se lèverait, je serais différente. Je serais libre. Noël est passé, seul. J'ai mangé une simple soupe. J'ai regardé un vieux film à la télévision. Je me suis couché tôt. Et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Parce qu'il n'y avait pas d'attente à satisfaire, pas d'appel à attendre, pas de déception à avaler. Il n'y avait que le silence. Et le silence, j'ai découvert, peut-être le plus beau son du monde. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Le nouvel an est arrivé et reparti. J'ai trinqué seul avec un verre de jus. J'ai ri de l'absurdité de tout ça. Et je me suis fait une promesse. Cette année ne serait pas l'année du don. Ce serait l'année de la vie. Janvier a apporté le froid. Et avec le froid sont venues les factures. Ces factures que je payais sans qu'ils le sachent. Ces factures qui atterriraient maintenant directement dans leur boîte aux lettres, entre leurs mains, dans leur réalité. L'hypothèque a été la première. 300 $ supplémentaires que je couvrais chaque mois parce qu'ils étaient toujours à court. La banque ne pardonne pas. La banque n'écoute pas les excuses. La banque ne voit que les chiffres. Et quand les chiffres ne correspondent pas, la banque agit. Puis la voiture. L'assurance a expiré. Et sans assurance, pas de voiture légale. Pas moyen pour Ryan de conduire ce SUV noir élégant au travail. Pas moyen pour Jessica d'aller à ses déjeuners avec des amis en exhibant sa vie parfaite. Puis les petites choses, la salle de sport, le plan dentaire, l'abonnement de streaming que je payais et dont il profitait, tout a disparu comme de la fumée, et je n'ai rien fait d'autre que de vivre ma vie. Je suis allé au marché. J'ai acheté de la nourriture pour moi, pas pour les urgences de quelqu'un d'autre. J'ai payé mes propres factures, pas celles de quelqu'un d'autre. Je me suis acheté un livre, un que je voulais lire depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais eu l'argent parce que j'envoyais toujours cet argent ailleurs. Je me suis assise sur mon petit canapé et j'ai lu page après page. Pas d'interruption, pas d'appel demandant des faveurs, pas de culpabilité me rongeant l'estomac. C'était la paix, simple, silencieuse, la mienne. Mais je savais que cette paix ne durerait pas, parce que les factures ne pardonnent pas et la réalité finit toujours par frapper à la porte. Elle le fait toujours. C'était un mardi, mi-janvier, 14 jours après avoir tout annulé. Mon téléphone a sonné, le numéro de Ryan. Je l'ai regardé vibrer sur la table. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore et encore et encore. Je l'ai laissé sonner. Chaque sonnerie était de la musique à mes oreilles parce que cela signifiait qu'il y avait enfin des conséquences. La gravité faisait enfin son travail. Puis sont venus les messages. Des dizaines d'entre eux, l'un après l'autre, comme une rivière désespérée cherchant un exutoire. Maman, où es-tu? Appelle-moi. C'est urgent. Un autre message. Maman, j'ai besoin de te parler. C'est important. Un autre. Pourquoi ne réponds-tu pas? Est-ce que ça va?
L'inquiétude était fausse. Je le savais. Ce n'était pas de l'inquiétude pour moi. C'était de l'inquiétude pour leur situation, pour leur confort, pour leur château qui commençait à s'effriter. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé les messages sans les lire complètement parce que ce n'était plus mon problème. Il n'était plus de ma responsabilité de soutenir leur monde pendant qu'ils détruisaient le mien. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était la nuit. Je lisais mon livre, calme. La sonnette a retenti, insistante, désespérée. J'ai regardé par le Judas. C'était Ryan. Il avait des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Il avait l'air fatigué, inquiet, presque humain, presque. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Sa voix traversait la porte. « J'ai besoin que tu m'aides. C'est une urgence. » Urgence ? Ce mot qu'il avait utilisé tant de fois pour ouvrir mon portefeuille. Ce mot magique qui transformait mon argent en le sien. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Je suis resté de l'autre côté de la porte. Silencieuse, invisible, libre. « Maman, s'il te plaît. La banque m'a appelé. Ils disent que l'hypothèque est en retard. Que si je ne paie pas cette semaine, ils vont commencer les procédures de saisie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu as toujours payé ta part. Ta part. Comme si la maison était aussi à moi. Comme si j'y vivais. Comme si je profitais de ces murs qui m'excluaient. J'ai besoin de $5000 maintenant, cette semaine. Ou nous perdons la maison. Tu m'entends? Nous allons perdre la maison. » Sa voix montait. La panique, réelle, brute. Et j'étais toujours silencieuse, respirant doucement, sentant chaque mot rebondir sur la porte et tomber au sol. Des mots qui ne m'atteignaient plus, qui ne me blessaient plus. Jessica et les enfants n'auront nulle part où aller. C'est ce que tu veux? Que tes petits-enfants soient à la rue. La manipulation, le dernier recours, utiliser les enfants comme bouclier, comme toujours. Mais je me suis souvenu. Je me suis souvenu de Jessica me disant que les jouets que j'avais apportés étaient bas de gamme. Je me suis souvenu qu'il ne m'avait même pas laissé les voir à Noël. Je me suis souvenu que ces petits-enfants étaient une excuse commode, pas une réalité que je pouvais toucher. Maman, ouvre cette fichue porte. Sa voix a changé. Ce n'était plus suppliant. C'était exigeant. Comme s'il avait encore un droit sur moi, comme s'il pouvait encore me donner des ordres. Il a frappé fort à la porte. Je sais que tu es là. J'ai vu la lumière. Ouvre maintenant. Je n'ai pas ouvert. Je me suis levé du canapé, j'ai éteint la lumière, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai écouté alors qu'il continuait à frapper, à crier, à exiger. Finalement, il s'est fatigué. Finalement, il est parti et je me suis endormi profondément. Pas de cauchemar. Les jours suivants ont été une symphonie de désespoir. Appels, textos, emails, même des messages de Jessica. Véronica, nous devons parler en adulte. C'est ridicule. Ryan m'a dit que vous aviez eu un malentendu. Mais tu ne peux pas punir toute la famille pour ça. Malentendu. Ils m'ont dit que j'étais une perdante. Un malentendu. Me fermer la porte au nez. Me traiter comme une ordure. Un autre message de Jessica. Les enfants te manquent. Ils demandent après toi. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Parce que si je leur manquais, vous m'auriez laissé les voir à Noël. S'ils demandaient après moi, vous m'auriez appelé. Un autre. Écoute, je sais que des choses ont été dites, mais tu dois comprendre que Ryan était stressé. Il ne le pensait pas. Viens. Parlons. Réglons ça. Réglons ça. Comme si c'était quelque chose que j'avais cassé. Comme si c'était ma responsabilité de recoller les morceaux de leur vie parfaite. Je n'ai pas répondu. À aucun. Parce que j'avais enfin appris quelque chose. J'avais appris que le silence est un pouvoir. Que dire non sans dire un mot est la vengeance la plus cruelle. Que cesser d'être indispensable est la plus douce des libertés. J'ai continué ma vie. Petite, tranquille, la mienne.
Et alors qu'ils s'enfonçaient dans leur propre désordre, je m'épanouissais dans mon silence. Comme une plante qui reçoit enfin du soleil après des années dans l'ombre. 3 semaines ont passé. 3 semaines de silence absolu de ma part. 3 semaines de chaos de la leur. Et je le savais. Même si je ne répondais pas, même si je n'ouvrais pas la porte, même si je supprimais chaque message sans le lire, je savais que leur monde s'effondrait. Parce que j'avais été la colle invisible qui le tenait ensemble. Et sans colle, tout tombe. Un après-midi de février, alors que je buvais un café dans ma petite cuisine, j'ai entendu des voix à l'extérieur de mon immeuble. Des voix familières, se disputant, criant. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. C'étaient Ryan et Jessica au milieu de la rue, en train de se battre. Ils gesticulaient sauvagement. Elles pleuraient, mais ce n'étaient pas des pleurs de tristesse. C'étaient des pleurs de colère, des pleurs de frustration. Le genre de pleurs qui arrivent quand les choses ne vont pas comme on veut. Ta mère nous ruine. A crié Jessica. Tu dois faire quelque chose. Parle-lui. Supplie-la. Je m'en fiche. Mais nous avons besoin de cet argent. Tu crois que je n'ai pas essayé? A rétorqué Ryan. Elle ne répond pas. Elle n'ouvre pas la porte. C'est comme si elle avait disparu. Alors va à son travail. Trouve-la là-bas. Attends-la dehors. Je ne sais pas. Fais quelque chose parce que je ne vais pas perdre ma maison à cause de ta stupide fierté. Ma fierté? Jessica? C'est toi qui as dit de ne pas la laisser entrer à Noël. Et c'est toi qui l'as traitée de perdante. Alors, on a tous les deux merdé. Mais maintenant, nous devons arranger ça. Je les regardais d'en haut. Comme un dieu distant regardant des mortels sans intervenir, sans compassion, juste en regardant. Jessica a essuyé ses larmes. Son maquillage était étalé. Elle n'avait plus l'air élégante. Elle avait l'air désespérée. La banque nous a donné jusqu'à vendredi. Si nous ne payons pas $8 000, ils commencent la saisie. $8 000. Ryan, où allons-nous les trouver? Je ne sais pas. Mon salaire couvre à peine nos dépenses. Tu as dépensé toute la prime de fin d'année pour ce voyage à Canquin. C'était pour notre anniversaire, pour sauver notre relation. Notre relation n'importera pas si nous n'avons pas de toit sur la tête, Jessica. Ils se sont regardés avec haine. Le genre de haine qui naît quand deux personnes réalisent qu'elles ont construit leur vie sur du sable. Et la marée est finalement montée. Alors demande à ta mère. Rampe littéralement s'il le faut parce que je ne retournerai pas vivre dans un petit appartement. Pas après tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons accompli. Comme si c'était leur effort, comme si mon argent n'avait pas été le fondement de chaque centimètre de ce succès. Finalement, ils sont partis, sont montés dans leur voiture, cette voiture qui n'avait plus d'assurance. Cette voiture qu'ils ne pouvaient techniquement pas conduire légalement, et ils sont partis. Je suis retourné à mon café. Froid maintenant, mais je m'en fichais. Je l'ai bu quand même parce que même le café froid avait le goût de la victoire. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de Jessica. Long, désespéré, rempli de mots qui essayaient de paraître sincères mais qui puaient le mensonge. Chère Véronica, je sais que les choses entre nous n'ont pas été parfaites. Et je reconnais que nous ne t'avons peut-être pas apprécié comme nous aurions dû, mais nous sommes une famille. Et les familles pardonnent. Les familles s'entraident. Les enfants demandent de tes nouvelles tous les jours. Ils pleurent. Ils disent qu'ils veulent mamie. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi tu ne viens plus. Nous avons besoin de toi. Pas seulement financièrement. Nous avons besoin de toi ici avec nous. S'il te plaît, rentre à la maison. Parlons. Réglons ça comme des adultes. Avec amour, Jessica. J'ai lu chaque mot, chaque mensonge soigneusement construit, chaque manipulation déguisée en affection. Et j'ai supprimé l'email sans répondre, sans hésiter, parce que j'avais appris à lire entre les lignes. Et entre ces lignes, il n'y avait qu'une seule vérité. Nous avons besoin de toi financièrement. Le reste n'était que décoration. Vendredi est arrivé, la date limite de la banque. Je n'ai rien fait de spécial. Je suis allé au marché, j'ai acheté des légumes frais, du pain fraîchement cuit,
Un petit bouquet de fleurs pour ma table. Des choses simples, des choses qui me rendaient heureuse. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, j'ai répondu. Quelque chose me disait que je devais le faire. Véronica Mandé. C'était une voix professionnelle. Formelle? Oui, c'est elle. C'est Patricia de la City Central Bank. J'appelle concernant la propriété au 422 Maple Drive. Vous êtes listé comme co-emprunteuse et co-signataire sur l'hypothèque. Mon cœur s'est accéléré. Oui, je sais. Je vous informe que les titulaires principaux, Monsieur Ryan Mandé et Madame Jessica Ruiz, n'ont pas effectué le paiement de ce mois-ci. Selon le contrat, en tant que co-signataire, vous êtes responsable de couvrir la dette en cas de défaut. Le montant dû est de $8,300. Souhaitez-vous effectuer le paiement? J'ai pris une profonde inspiration. C'était la décision finale, la dernière chance de faire marche arrière. D'être la mère que j'ai toujours été, celle qui sauve, celle qui secourt, celle qui sacrifie. Mais c'était aussi la chance d'être quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais été. Libre. Non, j'ai dit. Ma voix était ferme, claire. Je n'effectuerai pas le paiement. Il y a eu un silence à l'autre bout. Je comprends. Alors je dois vous informer que cela affectera votre code de crédit. Le processus de saisie commencera la semaine prochaine. Je comprends. J'accepte les conséquences. Êtes-vous sûr? C'est une décision sérieuse. Je suis complètement sûr. Très bien. Nous vous enverrons la documentation correspondante. Bonne journée. Elle a raccroché et je suis resté là, au milieu de la rue, avec mes sacs de courses, avec mes fleurs, avec ma liberté. Et j'ai souri parce que j'avais enfin fait quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. J'ai dit non. Et le monde ne s'est pas arrêté. Le ciel n'est pas tombé. J'ai juste continué à marcher vers la maison. Cette nuit-là, j'ai cuisiné pour moi. Un vrai repas avec du temps, avec amour. J'ai mis de la musique douce, allumé une bougie, je me suis servi dans ma meilleure assiette, et j'ai mangé seul. Mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais complète. Le lendemain, samedi, j'ai reçu une visite inattendue. On a frappé à ma porte. Tôt, j'ai ouvert sans regarder. Erreur. C'était Ryan, mais pas le Ryan arrogant de Noël. Ce Ryan était brisé. Les yeux rouges, mal rasés, les vêtements froissés. Il sentait le désespoir. « Maman » a-t-il murmuré. « S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » J'ai essayé de fermer la porte, mais il a mis son pied en travers. Pas avec violence, avec supplication. « S'il te plaît, juste 5 minutes. Je t'en supplie. » Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Ce n'était pas la voix de l'homme qui m'avait traité de perdante. C'était la voix du garçon que j'avais autrefois tenu dans mes bras. Alors, et seulement alors, je l'ai laissé entrer. Il est entré comme un envahisseur en terre étrangère. Regardant autour de mon petit appartement comme s'il le voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il n'y avait jamais prêté attention avant. Il s'est assis sur mon canapé, a enfoui son visage dans ses mains, et il a pleuré. Ce n'étaient pas des pleurs manipulateurs. C'étaient de vrais pleurs. Brisés, désespérés. Nous avons tout perdu, a-t-il dit à travers ses sanglots. La maison, la voiture. Jessica m'a quitté. Elle a emmené les enfants chez sa mère. Elle dit que je suis un échec. Que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Que tout est de ma faute. Il a levé la tête. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé pour tout, mais s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin d'argent pour un appartement, pour repartir à zéro, pour récupérer ma famille. Je me suis assise en face de lui, calme, le regardant comme on regarde un animal blessé, avec pitié, mais sans l'envie de le secourir. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé. 10 000, peut-être 15 000, pour la caution et le premier mois, pour des meubles de base, pour montrer à Jessica que je peux arranger ça.
15 000 $. Presque la moitié de tout ce qu'il me restait en économie. Tout ce que j'avais réussi à économiser après des années à tout leur donner. Non, j'ai dit, simple, direct. Il a cligné des yeux comme s'il n'avait pas bien entendu. Quoi? Je ne te donnerai pas d'argent, Ryan. Son expression a changé. La confusion, puis la colère. Comment peux-tu dire ça? Je suis ton fils. Ton seul fils. Exactement. Tu es mon fils. Pas mon propriétaire, pas mon but, pas ma raison de vider ma vie, mais j'ai besoin de toi. Et j'avais besoin de toi à Noël. J'avais besoin de toi quand j'avais 64 ans et que je suis arrivé avec des cadeaux et de l'espoir. Mais tu m'as dit que j'étais une perdante. Que je n'étais pas digne d'être dans ta maison. C'était une erreur. J'étais stressé. Je ne réfléchissais pas. Une erreur. Je me suis accroché à ce mot. Une erreur qui m'a coûté des années de dignité. Une erreur qui m'a montré exactement ce que j'étais pour toi. Un distributeur automatique ambulant. Maman, s'il te plaît. Non. Tu vas me laisser à la rue? Tu m'as laissé à la rue en premier. Seulement ma rue était émotionnelle et ça faisait plus mal. Il s'est levé, tremblant de rage. Tu es égoïste. Une vieille femme amère. Tu vas le regretter. Peut-être, mais ce sera mon regret. Pas le tien. Il est sorti en trombe, claquant la porte. Et je suis resté là, assise sur mon canapé, sentant l'écho de ses mots. Égoïste, amer. Peut-être qu'il avait raison. Mais si être égoïste signifiait m'aimer pour la première fois depuis des décennies, alors je serais égoïste. Et si être amer signifiait ne plus les laisser m'utiliser, alors je serais amer parce que j'avais enfin compris quelque chose. Le véritable amour ne vous vide pas. Il vous remplit. Et ce que j'avais avec mon fils n'était pas de l'amour. C'était une transaction. Et les transactions se terminent quand une des parties arrête de payer. J'avais arrêté de payer. Les jours qui ont suivi cette visite ont été étranges. Je ne me suis pas senti coupable comme je m'y attendais. Je ne me suis pas réveillé la nuit en pensant que j'avais été cruel. Je n'ai pas regretté de lui avoir fermé la porte au nez parce que j'avais enfin compris quelque chose de fondamental. Dire non ne faisait pas de moi une mauvaise mère. Ça faisait de moi un être humain. Et les êtres humains ont des limites. Février s'est transformé en mars. La neige a fondu lentement. Les rues se sont remplies de cette neige fondue grise qui persiste quand l'hiver est parti. Mais le printemps n'est pas encore tout à fait arrivé. J'ai continué ma routine. Travail, marché, lecture, paix. Mais quelque chose changeait. Pas à l'extérieur. À l'intérieur, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un de différent, plus calme, plus ferme, comme si j'avais enlevé un costume que je portais depuis des décennies. Le costume de la mère parfaite, la sauveuse, celle qui dit toujours oui. Maintenant, j'étais juste Véronica. Pas de nom de famille, pas de titre, pas d'obligation que je n'avais pas choisi. Un après-midi, en nettoyant la maison de Madame Ramirez, ma plus ancienne cliente, elle m'a offert un thé. Nous nous sommes assises dans sa cuisine ensoleillée. Elle avait 80 ans, veuve, 3 enfants qui lui rendaient visite tous les dimanches sans faute. Tu as l'air différente, Véronica, a-t-elle dit. Plus légère, comme si tu avais laissé quelque chose de lourd quelque part. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Des problèmes de famille. J'ai hoché la tête. Je n'en ai pas dit plus, mais elle a compris. Elle avait cette sagesse qui ne vient qu'avec les années. Laisse-moi te dire quelque chose, a-t-elle dit. Quand mes enfants étaient jeunes, j'ai aussi tout donné. Mon temps, mon argent, ma vie. Je pensais que c'était de l'amour. Mais un jour, mon mari m'a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit, l'amour qui te vide n'est pas de l'amour. C'est du sacrifice. Et le sacrifice ne fonctionne que lorsqu'il est mutuel. Ces mots se sont installés dans ma poitrine. Et qu'as-tu fait? J'ai appris à dire non. J'ai appris qu'être une bonne mère ne signifie pas être une martyre. Et tu sais ce qui s'est passé? Mes enfants m'ont plus respecté parce que j'avais enfin quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prendre. Ma dignité. J'ai bu mon thé en silence.
En train de digérer, de guérir. Tu as bien fait, Véronica. Quoi que tu aies fait, tu as bien fait. J'ai quitté cette maison avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. La validation, pas de mon fils, pas de Jessica, de quelqu'un qui avait marché sur le même chemin et avait survécu, avait prospéré. Cette nuit-là, j'ai reçu un message, mais pas de Ryan. C'était de Jessica. Véronica, j'ai besoin de te parler. C'est à propos des enfants. C'est urgent. S'il te plaît, réponds. Les enfants. Toujours les enfants, le bouclier parfait, l'excuse infaillible. Mais cette fois, j'ai répondu, pas pour elle. Par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé? Merci de répondre. Écoute, je sais que les choses vont mal entre nous, mais les enfants souffrent. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons perdu la maison, pourquoi papa ne vit plus avec nous, pourquoi tout a changé. Et ils demandent de tes nouvelles. Ils disent qu'ils veulent voir mamie. J'ai lu le message 3 fois, cherchant la manipulation, et je l'ai trouvé dans chaque mot. Si les enfants demandent de mes nouvelles, tu peux leur donner mon adresse. Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais toi et Ryan n'êtes pas les bienvenus. Il y a eu une longue pause. Puis la réponse est venue. C'est cruel. Ce sont des petits-enfants. Ils ne peuvent pas venir seuls. Alors ils ne demandent pas autant de mes nouvelles que tu le dis. C'est absurde. Tu es juste une vieille femme amère. Peut-être, mais je suis une vieille femme amère avec de l'argent en banque. Peux-tu en dire autant? Il n'y a plus eu de réponse. J'ai bloqué le numéro parce que j'avais compris autre chose. Les enfants étaient réels. Leur amour probablement aussi. Mais ils étaient utilisés comme un outil, comme un levier. Et je n'allais pas être ému par ce levier. Si un jour ces enfants avaient vraiment besoin de moi, je serais là. Mais je n'allais pas soutenir toute une famille dysfonctionnelle juste pour avoir accès à mes petits-enfants. Ce n'était pas de l'amour. C'était du chantage. Mars a continué. Un jour, en me promenant dans le parc près de mon appartement, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. C'était Ryan, assis seul sur un banc, regardant dans le vide. Il avait l'air terrible, plus mince, plus vieux, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 2 mois. Une partie de moi voulait s'approcher, lui demander s'il allait bien, lui offrir de l'aide, parce que les instincts maternels ne s'éteignent pas comme un interrupteur. Ils sont toujours là, murmurant, poussant, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté derrière un arbre, observant comme une étrangère observant un étranger. Puis j'ai vu autre chose. Une femme s'est approchée. Pas Jessica. Une autre femme, plus âgée, élégante, les cheveux gris parfaitement coiffés. Elle s'est assise à côté de lui. Ils ont parlé. Ryan gesticulait, expliquait. La femme hochait la tête. Elle avait l'air sérieuse. Puis elle a sorti une enveloppe. Elle la lui a donnée. Ryan l'a ouverte. J'ai vu son expression changer. Surprise, soulagement. Je ne pouvais pas en être sûr de cette distance. La femme s'est levée, lui a tapoté l'épaule, et partie. Ryan est resté là, fixant l'enveloppe. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose sur son visage. Pas de la gratitude, pas de la joie, quelque chose de plus sombre, du calcul. Je suis parti avant qu'il ne puisse me voir. Avec des questions, des doutes, mais aussi avec une confirmation. Mon fils cherchait une autre Véronica, un autre distributeur automatique, parce qu'il n'avait rien appris. Il n'avait pas du tout changé. Il cherchait juste sa prochaine source. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Pas par culpabilité, par curiosité. Qui était cette femme? Qui avait-il dans cette enveloppe? Pourquoi est-ce que ça m'importait encore? 2 jours plus tard, la réponse est venue. On a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était une femme. La même que celle du parc. Véronica Mandé? A-t-elle demandé. Oui. Mon nom est Marianne. Je suis la voisine de votre fils. Enfin, l'ex-voisine. À l'époque où il avait encore une maison. Je l'ai laissé entrer. Méfiante, confuse. Elle s'est assise, a refusé le thé que je lui ai offert, est allée droit au but.
Je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que votre fils ne veut pas que vous sachiez. Mon estomac s'est noué. Continuez. Depuis 1 an, j'ai vu des choses. Je vivais dans la maison d'à côté. Des murs fins, des fenêtres proches. On entend des choses. On voit des choses. Quel genre de choses? Jessica a un problème. Un problème d'achat. Compulsif. J'ai vu les livraisons tous les jours. Des boîtes, des sacs, des colis de magasins chers. Des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des choses qu'elle n'utilise même jamais. Elle achète juste. Ce n'est pas mon affaire, j'ai dit, même si j'avais l'impression que ça l'était. Il y a plus. Marianne a pris une profonde inspiration. Ryan m'a dit que vous les aidiez financièrement, que vous envoyiez de l'argent tous les mois, de l'argent qui était soi-disant pour les enfants, pour leurs besoins. J'ai hoché la tête. $600 par mois. Elle a secoué la tête. Les enfants allaient à l'école publique. Ils portaient des vêtements normaux. Ils mangeaient bien, mais pas de façon extravagante. Cet argent n'allait pas à eux. Où allait-il alors? Jessica a 3 cartes de crédit à son nom, tout au maximum. $40 000 de dette. Ryan ne le savait pas jusqu'à ce que la banque rejette leur demande de refinancement de l'hypothèque. C'est là qu'il l'a découvert. $40 000. Le chiffre flottait dans l'air comme une fumée toxique. Quand il l'a confrontée, elle l'a blâmé. A dit que s'il gagnait plus d'argent, elle n'aurait pas à recourir au shopping pour se sentir mieux. Que c'était sa façon de gérer le stress d'être mariée à quelqu'un de médiocre. Médiocre. Le même mot qu'ils ont probablement utilisé pour me décrire. C'est pour ça qu'ils ont perdu la maison, a continué Marianne. Pas seulement parce que vous avez cessé d'aider, mais parce que Jessica utilisait l'argent de l'hypothèque pour faire les paiements minimums sur les cartes, jonglant, volant d'un endroit pour couvrir un autre. Pourquoi me dites-vous ça? Ai-je demandé. Parce que je l'ai vu dans le parc aujourd'hui en train d'essayer de me manipuler, me demandant de l'argent, me disant que vous étiez une mère cruelle qui les avait abandonnés, que vous étiez à blâmer pour tout. Et je connais cette histoire parce que j'étais vous il y a 20 ans. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu des cicatrices invisibles. J'ai vu une sagesse achetée avec de la douleur. Je lui ai donné $1000, a-t-elle avoué. Je lui ai dit que c'était la dernière fois, qu'il ne devrait plus jamais me chercher, mais je sais qu'il reviendra parce que les gens comme Ryan et Jessica ne changent pas. Ils changent juste de victime. Elle s'est levée, a laissé une carte sur ma table. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'une confirmation que vous avez bien fait, appelez-moi. Elle est partie. Et je suis resté avec la vérité. Une vérité que je n'avais pas demandée mais dont j'avais besoin. Mon argent n'est jamais allé aux enfants. Ce n'était jamais pour des nécessités. C'était pour nourrir la dépendance de Jessica, pour soutenir un mensonge, pour financer une illusion. Et Ryan l'a permis. Il l'a encouragé. Il m'a utilisé comme solution. Cette nuit-là, j'ai écrit dans un carnet, chose que je n'avais pas faite depuis que j'étais jeune. J'ai tout écrit. La colère, la douleur, la libération, et à la fin, j'ai écrit quelque chose qui m'a surprise. Je leur pardonne. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Avril est arrivé avec la pluie. Cette pluie douce qui lave les rues et laisse tout sentir le neuf. J'ai continué ma vie, tranquille, ferme. Mais quelque chose avait changé après la visite de Marianne. Ce n'était pas de la colère. C'était la clarté finale. Comme quand on termine un puzzle et qu'on voit l'image entière pour la première fois. Mon fils n'était pas une victime. Il était un complice. Cette vérité faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Parce que c'est une chose d'être utilisé. C'en est une autre de réaliser qu'ils ont toujours su qu'ils vous utilisaient. Et ils l'ont permis. Ils l'ont encouragé. Ils en ont profité. Un matin, en buvant mon café, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, mais quelque chose m'a dit de répondre. Madame Mandé. C'était la voix d'un homme. Professionnel. Sérieuse? Oui, c'est elle. C'est Julian Vega. Je suis avocat.
Je représente la City Central Bank dans l'affaire de saisie de la propriété sur Maple Drive. Vous êtes listée comme co-emprunteuse. Mon cœur s'est légèrement accéléré. Je sais. Ils m'ont appelé il y a des semaines. Je comprends. J'appelle parce qu'il y a de nouvelles informations dont je pense que vous devriez être au courant. Pourrions-nous nous rencontrer? C'est important. De quoi s'agit-il? Je préférerais en parler en personne. C'est délicat. Quelque chose dans son ton m'a fait dire oui. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café le lendemain. Neutre, public, sûr. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas par peur, par anticipation. Comme quand on sait que quelque chose de grand va être révélé, mais on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance, j'ai commandé un thé, je me suis assise près de la fenêtre, j'ai regardé la rue. Les gens se dépêchaient, tous avec un endroit où aller, quelqu'un à voir, quelque chose à faire. Je devais juste écouter. Julien est arrivé à l'heure. Costume gris, cravate discrète, mallette en cuir. Il ressemblait à quelqu'un qui connaissait des secrets. Beaucoup de secrets. Madame Mandé, merci d'être venue. Il s'est assis en face de moi, a commandé un café, a attendu que la serveuse parte avant de parler. Je vais être direct. Pendant le processus d'examen des comptes liés à la saisie, nous avons trouvé des irrégularités. Quel genre d'irrégularités? Il a sorti des documents de sa mallette, les a posés sur la table. Quand vous avez co-signé il y a 5 ans, vous avez aussi signé des autorisations bancaires. Vous vous souvenez? Vaguement. J'ai signé beaucoup de papiers ce jour-là. Une de ces autorisations permettait à votre fils et à votre belle-fille d'accéder aux informations de vos comptes bancaires à des fins de vérification de revenus, selon le contrat. J'ai hoché la tête. Je n'aimais pas où cela menait. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé cette autorisation pour autre chose. Julien a pointé des chiffres sur les documents. Au cours des 3 dernières années, votre fils Ryan a vérifié vos relevés bancaires mensuellement, parfois hebdomadairement. Les vérifier. Pourquoi? Pour savoir exactement combien d'argent vous aviez de disponible. Pour calculer combien ils pouvaient vous demander sans vous laisser complètement faucher. Pour maximiser leur extraction. Les mots ont atterri comme des pierres. Extraction. Comme si j'étais un puits de pétrole, une ressource naturelle à exploiter. Il y a plus. Il a retourné un autre document. Il y a 18 mois, quand vous avez envoyé $8 000 pour le supposé acompte de la voiture, cet argent n'est jamais allé à la voiture. Où est-il allé? Directement pour payer les dettes de carte de crédit de Jessica. La voiture était déjà payée. Elle était d'occasion. Coûtait 20 000. Ils avaient 18 000 d'économiser grâce à une des primes de Ryan. Ils n'avaient besoin que de 2 000 de plus, mais ils vous en ont demandé 8. Je ne pouvais plus respirer. Et les 6 000 autres ont disparu dans divers achats, restaurants, vêtements, un week-end dans un spa. Vous avez financé le style de vie de Jessica sans le savoir. J'étais malade. Pas de tristesse, de rage. Une rage pure, cristalline. Comment avez-vous obtenu ces informations? Ai-je demandé. Je suis l'avocat de la banque, mais je suis aussi un père. Et ce que j'ai vu dans ces documents ressemblait à de l'abus financier. Alors, j'ai creusé plus que mon travail ne l'exigeait parce que je voulais que vous sachiez la vérité. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Il a baissé les yeux. Ma mère a vécu quelque chose de similaire avec mon frère. Elle est morte en pensant qu'elle était une mauvaise mère parce qu'elle a refusé de continuer à lui donner de l'argent. Elle n'a jamais su que mon frère l'avait systématiquement manipulée. Je regrette de ne pas lui avoir dit. Le silence entre nous était lourd, rempli d'histoires similaires de mères utilisées, de fils qui ont oublié que l'amour n'est pas une transaction. Il y a une dernière chose, a-t-il continué. Quelque chose que vous devez savoir avant de prendre des décisions. Que pourrait-il y avoir d'autre? Il a sorti un autre document. Celui-ci plus ancien, froissé. Quand votre fils a demandé l'hypothèque, il a dû déclarer ses revenus et ses dépenses. Dans la section soutien familial, il a déclaré que vous lui envoyiez $600 par mois. Cela a amélioré son profil de revenus. Cela lui a permis de se qualifier pour un prêt plus important.
Ils ont utilisé ma générosité comme un outil pour s'endetter davantage. Exactement. Et quand vous avez cessé d'envoyer de l'argent, ils n'ont pas seulement perdu votre soutien. Ils ont perdu l'argent que la banque s'attendait à voir continuer à affluer. C'est pourquoi ils ont fait défaut si rapidement. Donc, ils n'ont jamais vraiment eu la capacité de payer pour cette maison. Non, ils ont construit leur vie sur l'hypothèse que vous continueriez à payer pour toujours. Pour toujours. Comme si j'étais éternel. Comme si ma vie n'avait pas d'importance. Comme si j'existais seulement pour les soutenir. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Légalement, en tant que co-emprunteuse, vous êtes responsable de la dette. Mais étant donné qu'il y a des preuves de manipulation financière et d'accès non autorisé à des informations confidentielles, nous pourrions plaider la fraude. Nous pourrions demander que votre nom soit retiré du contrat, et eux, ils resteraient entièrement responsables de la dette totale. La banque exécuterait la saisie. Ils perdraient tout capital qu'ils auraient pu accumuler et leur crédit serait détruit pendant des années. Et mon crédit, si nous gagnons le procès, il serait propre, comme si vous n'en aviez jamais fait partie. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait recommencé. Des gouttes coulant sur la vitre comme des larmes qui n'étaient pas les miennes. Que recommandez-vous? Ai-je demandé. Julien s'est penché en arrière dans sa chaise. Je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Mais je peux vous dire ceci. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de ne pas porter les conséquences des décisions irresponsables d'autres personnes, même si ces autres personnes sont votre famille. Famille? Ce mot qui avait été ma chaîne pendant des années. Je veux procéder. Ai-je dit. Je veux que mon nom soit retiré. Je veux être libre de cela. Il a hoché la tête. Je commencerai le processus demain. J'aurai besoin que vous signiez quelques documents. Et vous devrez vous préparer. À quoi? À la réaction de votre fils. Quand il découvrira que vous engagez une action en justice contre lui, ce ne sera pas agréable. Je ne me soucie plus d'être agréable. Je veux juste être libre. Julien a souri faiblement. Ce sont les mots de quelqu'un qui a enfin compris sa valeur. J'ai quitté ce café différente de quand je suis entré. Pas plus légère, plus forte, parce que j'avais enfin quelque chose que je n'avais jamais eu avant. De l'information, du pouvoir, de l'autonomie. Je n'étais pas une victime des circonstances. J'étais l'architecte de ma propre libération. Les jours suivants ont été remplis de paperasse, de signatures, de déclarations. Julien était efficace, méticuleux. Chaque document qu'il me montrait était une autre preuve. Une autre preuve que mon fils m'avait utilisée de manière calculée. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un besoin. C'était un système. Une semaine plus tard, Ryan a reçu la notification légale. Julien m'avait prévenu que la réaction viendrait, mais rien ne m'avait préparé à son intensité. Mon téléphone a explosé. 50 appels en 1 heure. Des messages furieux, des insultes, des accusations. Tu es une traîtresse. Tu me détruis. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils? Je te déteste. J'aurais aimé que tu ne sois jamais ma mère. J'ai lu chaque message. J'ai senti chaque mot comme un coup. Mais cette fois, je n'ai pas saigné. Cette fois, j'avais une armure. Parce que j'avais enfin compris quelque chose de fondamental. Le véritable amour ne détruit pas. Il ne manipule pas. Il n'extrait pas. Et ce que j'avais eu avec mon fils n'était pas de l'amour. C'était une dépendance toxique. C'était de l'exploitation déguisée en devoir filial. Jessica a aussi écrit, mais son message était différent, plus calculé. Véronica, je sais que tu es en colère, mais pense aux enfants. Si tu fais ça, ils grandiront en sachant que leur grand-mère a détruit leur famille. C'est ce que tu veux? Être rappelé comme la méchante? La méchante? Intéressant de voir comment, dans leur récit, j'étais la mauvaise personne. Pas eux pour avoir menti. Pas eux pour avoir volé. Pas eux pour m'avoir utilisé. Moi pour m'être défendu. Je n'ai répondu qu'une seule fois à Jessica. Bref, direct. Les enfants méritent de connaître la vérité. Et quand ils seront plus grands,
je serai là pour la leur dire, mais tu ne seras pas dans cette conversation. J'ai bloqué les 2 numéros parce que j'avais appris qu'on ne peut pas raisonner avec des gens qui vous voient comme une ressource. On peut seulement s'éloigner et construire de hauts murs. Des murs avec des portes, mais des portes que seul moi contrôle. Mais à apporter le soleil. Le genre de soleil qui réchauffe sans brûler. Qui vous invite à sortir, à vivre. Et pour la première fois depuis longtemps, je voulais vivre. Pas seulement survivre, pas seulement exister, vraiment vivre. Le processus juridique a avancé. Julien m'a tenu informé. Chaque mise à jour était un autre pas vers la liberté, mais c'était aussi un autre pas vers l'inévitable, la confrontation finale. Ryan a demandé une réunion. Par l'intermédiaire de son propre avocat, il voulait négocier. Il voulait que j'abandonne le procès. En échange de quoi? Ils n'ont pas précisé, mais je savais. En échange de rien. Ils voulaient juste que je redevienne l'ancienne Véronica. Celle qui cédait. Celle qui pardonnait. Celle qui payait. J'ai accepté la réunion, mais pas pour eux. Pour moi, parce que j'avais besoin de les regarder dans les yeux une dernière fois. J'avais besoin de dire des choses que j'avais gardées à l'intérieur pendant des années. J'avais besoin de fermer cette porte de mes propres mains. La réunion a eu lieu dans le bureau de Julien. Neutre, professionnel, avec des témoins. Je suis arrivé 10 minutes en avance, vêtu de mes plus beaux habits. Pas des vêtements chers, mais ils étaient à moi. Achetés avec mon argent, gagnés par mon effort, et cela me donnait un sentiment de puissance. Ryan est arrivé avec Jessica. Ils avaient l'air fatigués, vaincus, mais aussi furieux, comme des animaux acculés. Nous nous sommes assis de part et d'autre d'une grande table. Julien à ma droite, leur avocat à leur gauche. Comme une guerre froide miniature, l'avocat de Ryan a parlé en premier. Il s'appelait Monsieur Hansen. Voix grave, chère, suave. Madame Mandé, nous sommes ici pour trouver une solution qui profite à tout le monde, en particulier aux enfants. Les enfants encore, leur bouclier humain préféré, Julien a interrompu. Avant de parler de solution, établissons les faits. Votre client a utilisé les informations financières confidentielles de ma cliente sans son consentement explicite. Votre client a menti sur la destination des fonds demandés. Votre client a contracté une dette basée sur des revenus qui n'étaient pas les siens. Voilà les faits. Monsieur Hansen s'est agité mal à l'aise. Ce sont des interprétations. Mon client a agi de bonne foi. Il croyait avoir une autorisation implicite. Il n'y a pas d'autorisation implicite dans les contrats bancaires, a répondu Julien. Il n'y a que des documents signés, et les documents montrent un abus. Jessica s'est penchée en avant. Sa voix tremblait, mais pas de tristesse, de rage contenue. C'est ridicule. Véronica, tu es sa mère. Les mères sont censées aider leurs enfants, pas les poursuivre en justice. Je suis restée silencieuse, respirant sous contrôle, Ryan a parlé. Sa voix était différente. Sobre, calculée. Maman, je sais que les choses ont dérapé. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais ça, c'est trop. Tu détruis ta propre famille. Ma famille, j'ai répété. Ma voix était calme, froide. Où était ma famille à Noël? Où était ma famille quand tu m'as traité de perdante? Où était ma famille chaque fois que tu avais besoin d'argent mais jamais de temps avec moi? C'était une erreur. Je te l'ai déjà dit. Une erreur qui a coûté 36 000 $ en virement direct. 8 000 $ en un paiement de voiture fantôme. D'innombrables urgences qui n'ont jamais été des urgences. Ce n'était pas une erreur, Ryan. C'était un système. Ce n'est pas vrai. Tu interprètes tout de travers. Julien a posé des documents sur la table. Relevés bancaires, email, journaux d'accès bancaire. Tout est là, noir sur blanc. Il n'y a pas de mauvaise interprétation possible. Monsieur Hansen a regardé les documents. Son expression a changé. J'ai vu le moment exact où il a réalisé que son cas était faible. Très faible. Jessica a frappé la table. C'est un piège. Vous nous avez amenés ici pour nous humilier. Non, j'ai dit, je vous ai amené ici pour écouter quelque chose que je dois dire pour pouvoir passer à autre chose.
La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé, attendant. Pendant 64 ans, j'ai vécu pour les autres. D'abord pour mes parents, puis pour toi, Ryan. J'ai toujours pensé que c'était de l'amour. Je pensais que me sacrifier me rendrait aimée, nécessaire, importante. J'avais tort. Maman, non. Laisse-moi finir. Ma voix était ferme. Pas agressive, juste ferme. Le véritable amour ne vous vide pas. Il n'exploite pas. Il ne ment pas. Et ce que vous m'avez donné n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. J'étais utile. Et quand je n'étais plus utile, j'étais jetable. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons. M'aimez-vous ou aimez-vous ce que je peux vous donner? Parce que quand je n'avais plus rien à donner, soudain, je n'étais même plus la bienvenue à Noël. Ryan a baissé les yeux. Jessica a croisé les bras. Personne n'a répondu parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait que la vérité et la vérité faisait mal. Je poursuis le processus juridique, j'ai continué, pas par vengeance, mais par protection, parce que je comprends enfin que je ne peux pas vous sauver des conséquences de vos propres décisions. Et je ne devrais pas essayer. Et nous, a demandé Ryan. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ce que font tous les adultes. Réglez vos propres problèmes sans utiliser les autres comme solution. Tu nous laisses sans rien. Vous vous êtes laissé sans rien. J'ai juste arrêté d'être le pansement qui cache la blessure. Jessica s'est levée, les yeux brillants de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Tu es une vieille femme égoïste et amère. J'aurais aimé que Ryan ne t'ait jamais rencontré. Moi aussi, j'ai répondu. Parce que peut-être qu'alors il aurait appris à se tenir sur ses deux pieds. Ils sont sortis en trombe, claquant les portes, laissant du poison dans l'air. Julian a attendu que leur pas s'estompe. Vous vous en êtes très bien sortis, a-t-il dit. Je sais que ce n'était pas facile. Ça ne l'était pas, mais c'était nécessaire. Comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, comme si j'avais enfin cessé de porter quelque chose qui n'a jamais été à moi de porter. Comme si j'avais enfin fixé des limites que j'aurais dû fixer il y a des décennies. C'est comme la liberté. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai pleuré. Pas pour Ryan, pas pour ce que j'avais perdu, mais pour tout le temps que j'ai perdu à penser que l'amour s'achetait avec des sacrifices. J'ai pleuré pour la femme que j'étais, celle qui croyait que se vider la rendrait entière. Et j'ai pleuré des larmes de soulagement parce que finalement, cette femme était morte. Et à sa place, quelqu'un de nouveau était né, quelqu'un qui connaissait sa valeur. Juin est arrivé avec la chaleur. Le processus juridique s'est conclu. Le juge a examiné les preuves, entendu les arguments et a pris une décision. Mon nom a été retiré de l'hypothèque. La dette a été laissée entièrement entre les mains de Ryan et Jessica. Mon crédit a été nettoyé. J'étais libre légalement, financièrement, émotionnellement. Julian a appelé pour me donner la nouvelle. Félicitations, Véronica. Vous avez gagné. Gagné. Je n'avais pas l'impression d'une victoire. J'avais l'impression d'une survie. Cet après-midi-là, je me suis promené dans le parc, le même où j'avais vu Ryan des mois auparavant. Mais maintenant c'était différent. Les arbres étaient verts, les fleurs s'épanouissaient, les enfants jouaient, la vie continuait, et je faisais partie de cette vie, non pas comme une ombre, comme une vraie personne. Je me suis assise sur un banc, j'ai fermé les yeux, j'ai senti le soleil sur mon visage, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire, pas forcé. Pas pour plaire à quelqu'un, juste le mien. J'ai entendu des pas. J'ai ouvert les yeux. C'était Marianne, la voisine qui m'avait dit la vérité sur Jessica. Véronica, a-t-elle dit. Puis-je m'asseoir? J'ai hoché la tête. Elle s'est assise à côté de moi dans un silence confortable et partagé. J'ai entendu que le processus est terminé. Que vous avez gagné. Comment le saviez-vous? C'est un petit quartier. Les gens parlent. J'ai souri légèrement. Je suppose. Comment vous sentez-vous? Libre, effrayé, soulagé, tout en même temps. Elle a hoché la tête. Je comprends.
quand je me suis libéré de ma situation, je me suis senti pareil, comme si j'avais sauté d'un avion, terrifié, mais en train de voler. Exactement comme ça. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant la vie passer. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seul. Il y avait d'autres femmes qui avaient parcouru ce chemin, qui avaient survécu, qui s'étaient épanouies, et si elles le pouvaient, je le pouvais aussi. Marianne a repris la parole. Savez-vous quelle est la partie la plus difficile après? Quoi? Se pardonner à soi-même pour tout le temps qu'on a laissé passer. Pour tous les signes qu'on a ignorés, pour être si forte et pourtant si aveugle en même temps. Ces mots m'ont frappé parce qu'elle avait raison. J'étais en colère contre Ryan, contre Jessica, mais j'étais surtout en colère contre moi-même. Comment vous en êtes-vous remise? En comprenant que j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais. Je ne savais pas comment fixer des limites parce que personne ne me l'avait appris. Je ne savais pas comment dire non parce qu'on m'avait appris que l'amour signifiait dire oui. Je n'étais pas faible. J'étais conditionné. Conditionné. Ce mot a résonné parce que c'était vrai. Je n'étais pas né un distributeur automatique. On m'en avait fait un, petit à petit, année après année. Mais maintenant, je pouvais me défaire, petit à petit, jour après jour. Merci, ai-je dit à Marianne, de m'avoir dit la vérité, de ne pas m'avoir laissé seul dans tout ça. Nous avons toutes besoin de quelqu'un pour nous dire que nous ne sommes pas folles, que notre douleur est réelle, que nos limites sont valides. Elle s'est levée, m'a donné une étreinte, brève mais sincère. Si jamais vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Elle est partie et je suis resté là, à digérer, à guérir, à grandir. Juillet a apporté des orages d'été rapides, intenses. Ils ont purifié l'air et laissé tout frais. C'est comme ça que je me sentais, comme après une tempête. Propre, neuve, bien qu'avec quelques cicatrices qui faisaient encore mal quand je les touchais. Cela faisait presque 2 mois depuis la résolution juridique. 2 mois de silence absolu de la part de Ryan et Jessica. Pas d'appel, pas de message, rien. Et ce silence était leur forme finale de punition. Ils voulaient que je me sente coupable, que je le regrette, que je revienne en rampant, mais je ne ressentais pas de culpabilité. Je ressentais du soulagement. Un matin, j'ai reçu une enveloppe dans le courrier. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. D'une écriture d'enfant, mon cœur s'est accéléré. Chère mamie, tu me manques. Maman dit que tu es fâchée contre nous. C'est vrai? Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste te voir. Je t'aime, Tyler. Tyler, mon petit-fils aîné, 8 ans. Les yeux de mon fils, mais son propre sourire. La lettre tremblait dans mes mains. Parce que c'était différent. Ce n'était pas de la manipulation d'adulte. C'était la vraie douleur d'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère avait disparu. J'ai pleuré. Mais je n'ai pas changé d'avis parce que je savais exactement ce qui s'était passé. Jessica ou Ryan avaient dicté cette lettre ou, pire, lui avait dit de l'écrire. Utilisant l'innocence de l'enfant comme leur dernière arme, et c'était efficace, très efficace. J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je la lirai quand je serai plus forte. Quand je pourrai la regarder sans sentir mon cœur se briser à nouveau. Cet après-midi-là, je suis allé travailler, chez Madame Ramirez. Elle a immédiatement remarqué mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai parlé de la lettre, de Tyler, de la façon dont la douleur d'un enfant innocent était utilisée comme un outil. Elle a écouté en silence. Puis elle a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Les enfants sont résilients, Véronica, plus que nous ne le pensons. Ce à quoi ils ne survivent pas, c'est à la toxicité constante. Si vous restez ferme maintenant, si vous laissez Ryan et Jessica faire face aux conséquences, vous enseignez à ce garçon quelque chose d'important. Quoi? Que les adultes sont responsables de leurs actes. Que l'on ne peut pas manipuler les gens sans conséquences. Que l'amour a des limites. Ce sont des leçons qui le protégeront toute sa vie. Et s'il me déteste? Alors ce sera parce qu'on lui a appris à vous haïr, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Et un jour, quand il sera adulte, il pourra chercher la vérité. Et la vérité vous absoudra. Ces mots m'ont donné de la force parce qu'elle avait raison.
Je ne me battais pas contre un enfant de 8 ans. Je fixais des limites avec des adultes qui utilisaient cet enfant comme bouclier. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à Tyler. Mais je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai gardée pour l'avenir. Pour quand il serait assez grand pour comprendre, cher Tyler, quand tu liras ceci, tu seras un adulte. Et je veux que tu saches la vérité. Pas la version de ton père, pas la version de ta mère, ma version. La vérité, c'est que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas que vous le laissez vous détruire. Cela ne signifie pas que vous devenez la solution aux problèmes que d'autres ont créés. Un jour, tu comprendras que dire non n'est pas un abandon. C'est une protection. Et j'espère que ce jour-là, tu pourras me pardonner, ou au moins me comprendre, avec amour, Mamie Véronica. J'ai rangé la lettre avec tous les documents, les virements, les emails, les preuves complètes pour qu'il puisse les voir, pour qu'il puisse décider par lui-même. Où t'a apporté le calme. J'ai continué à travailler, à économiser, à vivre. Mais quelque chose changeait en moi, non seulement émotionnellement, mais physiquement. J'avais l'air différente dans le miroir, plus reposée, moins tendue, comme si mes muscles avaient enfin cessé de se préparer au prochain coup. Un jour, en faisant mes courses au marché, j'ai vu quelqu'un de familier. C'était Jessica, seule, regardant quelque chose dans le rayon des soldes. Elle avait l'air différente, plus mince, pas de maquillage, des vêtements simples, normaux. Nos regards se sont croisés une seconde. J'ai pensé qu'elle s'approcherait de moi, qu'elle crierait, qu'elle ferait une scène. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle m'a juste regardé avec quelque chose dans les yeux que je ne pouvais pas identifier. Honte, colère, épuisement. Puis elle a détourné le regard, a pris ce dont elle avait besoin et est partie. Et je suis resté là, à digérer. Cette rencontre m'en a dit plus que 1000 mots. Elle m'a dit qu'il luttait encore. Que les conséquences étaient réelles. Que la vie sans mon argent était difficile. Mais elle m'a aussi dit quelque chose de plus important. Ils étaient encore en vie. Ils fonctionnaient encore. Ils ne s'étaient pas complètement effondrés comme Ryan avait menacé qu'il le ferait. Ils avaient survécu. Ils apprenaient. Et cela, d'une manière étrange, m'a apaisé parce que cela signifiait que je n'étais pas indispensable. Cela signifiait qu'ils pouvaient vivre sans moi. Peut-être pas comme ils le voulaient, mais ils le pouvaient. Septembre a apporté des changements inattendus. Julien m'a appelé. Il avait des nouvelles. Ryan avait déposé le bilan personnel. Il était en train de réorganiser ses dettes. Il allait tout perdre. La maison était déjà saisie. La voiture avait déjà été reprise. Il vivait dans un petit appartement, 3 pièces, loyer modique, exactement comme moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon fils comprenait enfin ce qu'était ma vie. La vie qu'il avait méprisée. La vie des perdants, comme il l'appelait. Comment vous sentez-vous à ce sujet? A demandé Julien. Je ne sais pas. Ce n'est pas de la satisfaction. Ce n'est pas de la tristesse. C'est quelque part entre les deux. Je comprends. Je veux aussi que vous sachiez autre chose. Pendant la procédure de faillite, Jessica a demandé le divorce. Le divorce? Oui. Apparemment, quand l'argent a disparu, l'amour aussi. Elle a pris les enfants, et retourné vivre chez sa mère dans un autre état. Ryan est seul. Les mots flottaient dans l'air. Seul, comme je l'avais été. Comme il m'avait laissé à Noël. La différence était que, j'avais choisi ma solitude. Il n'avait pas choisi la sienne. C'était une conséquence. S'attendait-il à ce que je ressente de la pitié? Peut-être. L'ai-je fait? Un peu, mais pas assez pour briser mes limites. Merci de m'en informer. Ai-je dit à Julien. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. C'était un plaisir. Et Véronica, pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes très courageuse. J'ai raccroché et j'ai pensé à ce mot, courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais fatigué. Mais peut-être que c'était ça, le courage. Avancer, même quand on est fatigué, octobre a apporté des couleurs. Les feuilles changeaient. Rouge, orange, jaune, tout mourait pour renaître.
Et je sentais que j'étais aussi dans ce processus. Laissant mourir d'anciennes versions de moi-même, me préparant à renaître. Un après-midi, alors que je lisais dans mon appartement, quelqu'un a frappé à la porte doucement, timidement, pas agressivement. J'ai regardé par le Judas. C'était Ryan, seul. Pas de Jessica, pas de colère visible dans son expression. Juste de l'épuisement. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté là, le regardant à travers le petit verre, voyant mon fils transformé en un étranger. « Maman » a-t-il dit. Sa voix était différente, brisée. « Je sais que tu es là. Je ne suis pas là pour demander de l'argent. Je veux juste parler. 5 minutes, s'il te plaît. » Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter, j'ai ouvert la porte, mais seulement un peu. Avec la chaîne toujours en place, comme on l'ouvre à un étranger. « Que veux-tu ? » Je veux juste dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. J'écoute. Il a pris une profonde inspiration. Tu avais raison sur tout. J'étais un idiot, un manipulateur, un mauvais fils, et je suis désolé. Je sais que désolé ne suffit pas. Je sais que j'ai détruit quelque chose que je ne peux pas réparer, mais j'avais besoin que tu le saches. Je suis restée silencieuse. Cherchant les mensonges dans ces mots. Cherchant la manipulation. Mais je n'ai vu que de l'épuisement, de la défaite, de la vérité. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé. Parce que j'ai tout perdu. Ma maison, ma femme, mes enfants, ma dignité. Et au milieu de tout ça, j'ai réalisé que la seule chose réelle que j'ai jamais eue était ton amour. Et je l'ai détruit pour de l'argent, pour de l'orgueil, pour de la stupidité. Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation. C'étaient des larmes de regret réel. Cru, douloureux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. Trop tard, mais je comprends. Il s'est retourné, a commencé à marcher vers les escaliers. Ryan, j'ai appelé. Il s'est arrêté, s'est retourné. Espoir. Merci d'être venu, d'avoir dit ça. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Est-ce que ça signifie qu'il y a une chance ? Non, j'ai interrompu. Ça ne signifie pas que nous retournons à ce que c'était. C'est mort. Mais ça signifie que je t'ai entendu et que peut-être, avec beaucoup de temps et beaucoup de travail, tu pourrais reconstruire quelque chose. Pas avec moi, avec toi-même. Il a hoché la tête. Je comprends. Et Ryan ? Ouais, les enfants. Assure-toi qu'ils sachent que je les aime. Que ça n'a jamais été à propos d'eux. C'était à propos de limites, de respect, de dignité. Je leur dirai. Il est parti. Et j'ai fermé la porte. Cette fois, pas de larmes, pas de tremblement dans mes mains, juste le sentiment que quelque chose était terminé. Pas réparé, terminé. Et parfois, une fin suffit. Novembre est arrivé avec un froid familier. Le genre de froid qui annonce que l'année se termine. Que les cycles se ferment. Que tout ce qui a commencé trouve finalement sa fin. J'avais changé. Pas de manière évidente. Ce n'était pas une transformation de film dramatique. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond. J'avais appris à écouter ma propre voix. Cette voix qui, pendant des années, avait été noyée par les besoins des autres, par les attentes, par la culpabilité. Maintenant, cette voix était claire, et elle disait des choses simples mais puissantes. Tu comptes. Tes besoins sont valides. Dire non, c'est bien. Un matin, en buvant un café près de la fenêtre, j'ai vu la première neige de la saison. De doux flocons tombant silencieusement, recouvrant tout d'un blanc pur, comme si le monde se donnait une autre chance. Comme s'il disait, ce qui est arrivé, mais aujourd'hui est nouveau. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Parfois, il faut répondre pour savoir ce qui suit. Madame Mandé. C'était la voix d'une femme. Jeune, professionnelle. Oui, c'est elle. Mon nom est Andrea.
Je suis une travailleuse sociale du centre de services familiaux. J'appelle parce que votre nom est apparu comme contact d'urgence sur le dossier de vos petits-enfants, Tyler et Sophie. Mon cœur s'est arrêté. Leur est-il arrivé quelque chose? Non. Non. Les enfants vont bien physiquement, mais il y a une situation dont nous devons discuter. Pourriez-vous venir à notre bureau demain? J'ai accepté sans réfléchir parce que même si j'avais fixé des limites avec Ryan et Jessica, les enfants étaient différents. Ils n'avaient pas choisi cette situation. Ils étaient des victimes, tout comme moi. Le lendemain, je suis arrivé au bureau. Un bâtiment gris et fonctionnel, rempli de familles brisées essayant de se reconstruire. Andrea m'a accueilli. Elle était jeune, peut-être 30 ans, des yeux bienveillants, mais fatiguée. Le genre de fatigue qu'on a en voyant trop de douleur. Je me suis assise en face de son bureau. Elle a ouvert un dossier. Madame Mandé, les enfants vivent avec leur mère, Jessica, et leur grand-mère maternelle depuis 3 mois. Cependant, il y a eu des incidents, des disputes violentes, de l'instabilité émotionnelle. La grand-mère maternelle a des problèmes de santé et ne peut pas s'occuper d'eux correctement. Et le père, Ryan, a demandé la garde partagée, mais elle lui a été temporairement refusée. Il vit dans un petit studio, travaille en double service. Il n'a pas de stabilité pour les enfants. Il est toujours en cours de redressement financier. Alors, pourquoi m'appelez-vous? Parce que Jessica a mentionné que vous pourriez être une option temporaire pendant qu'elle règle sa situation. 3 mois, peut-être 6, juste jusqu'à ce qu'elle puisse trouver son propre logement et se stabiliser. Je me suis penché en arrière dans la chaise, en train de digérer. C'était exactement ce que j'avais craint. Qu'il finirait par avoir de nouveaux besoins de moi. Qu'il reviendrait, non pas avec de l'amour, mais avec un besoin. Et si je dis non? Ai-je demandé. Andrea a soupiré. Les enfants entreraient probablement dans le système de placement familial, un foyer temporaire, séparé de leur mère, de leur père, de tout ce qu'ils connaissent. La culpabilité a commencé à me monter à la gorge. Ce sentiment familier, ce poids. Mais cette fois, je l'ai reconnu et je l'ai arrêté. J'ai besoin d'y réfléchir, j'ai dit. J'ai besoin de temps. Je comprends. Mais Madame Mandé, ces enfants ont besoin de stabilité. Et selon tous les rapports, vous êtes la seule personne dans cette famille qui l'a. J'ai quitté ce bureau en tremblant, non pas de peur, de rage, parce qu'une fois de plus, on me mettait dans la position de sauveuse. Une fois de plus, ma stabilité construite avec tant d'efforts était demandée comme un sacrifice. J'ai appelé Marianne. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Je lui ai tout dit. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Que veux-tu faire? Pas en tant que grand-mère, pas en tant qu'ex-victime de Ryan, en tant que Véronica. Que veut Véronica? J'ai réfléchi à la question honnêtement, profondément. Je veux aider les enfants, mais je ne veux pas être utilisé à nouveau. Je ne veux pas que cela devienne une autre forme de manipulation. Alors, fixe des conditions. A dit Marianne. Si tu vas le faire, fais-le à tes conditions, pas aux leurs. Comment? Une garde temporaire légale, documentée avec des limites claires. Pas de Jessica ou de Ryan vivant avec toi. Pas d'argent supplémentaire pour eux. Seulement pour les enfants, des visites supervisées, une thérapie familiale obligatoire, tout légal, tout clair. Puis-je faire ça? Tu peux demander tout ce que tu veux. Et s'ils n'acceptent pas, alors ta réponse est non. Simple. Ces mots m'ont apporté de la clarté parce qu'elle avait raison. Je pouvais aider, mais je n'avais pas à me détruire en le faisant. Cette nuit-là, j'ai écrit une liste, mes termes, mes conditions, mes limites, et elles étaient fermes, non négociables. Le lendemain, j'ai appelé Andrea. J'ai expliqué ma position. Elle a écouté, a pris des notes, et a dit quelque chose qui m'a surprise. Ce sont des termes très raisonnables, Madame Mandé. En fait, c'est exactement le genre de structure dont ces enfants ont besoin. 2 semaines plus tard, tout était légalement arrangé. Tyler et Sophie viendraient vivre avec moi pendant 6 mois, une garde temporaire documentée. Jessica et Ryan auraient des visites supervisées toutes les 2 semaines,
une thérapie familiale obligatoire pour tout le monde, et je recevrai un soutien de l'État pour les dépenses des enfants. Je n'utiliserai pas mon argent pour nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. Le jour de leur arrivée a été étrange, excitant et terrifiant à la fois. Tyler est entré le premier, timide, incertain, regardant autour de mon petit appartement comme si c'était un territoire inconnu. « Mamie » a-t-il dit doucement. « On peut vraiment rester ?»« Oui, mon amour. » Pour un certain temps. Sophie, qui avait 5 ans, a couru vers moi. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu m'as manqué tellement, tellement. » Et dans cette étreinte, j'ai senti quelque chose se briser et guérir en même temps parce que c'était différent. Ce n'était pas pour Ryan. Ce n'était pas pour Jessica. C'était pour eux. Pour 2 enfants qui n'avaient pas demandé à être au milieu d'adultes brisés, les premiers jours ont été difficiles. Tyler a posé beaucoup de questions. Pourquoi ne vivons-nous pas avec maman? Pourquoi papa ne vient-il pas? Avons-nous fait quelque chose de mal? Et je lui ai répondu avec une vérité adaptée à son âge. Les adultes font parfois des erreurs. Et quand cela arrive, tout le monde a besoin de temps pour arranger les choses. Mais rien de tout cela n'est de ta faute. Rien du tout. Lentement, nous avons créé une routine. Petit déjeuner ensemble, école, devoirs, dîner, histoire avant de se coucher. De petites choses, simples mais remplies de stabilité. Le genre de stabilité qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Un soir, en leur lisant une histoire, Tyler a demandé quelque chose qui m'a brisé. « Mamie, pourquoi maman et papa ne sont-ils pas comme toi? Que veux-tu dire, mon chéri? Tu ne cries pas. Tu ne te bats pas. Tu ne dis pas de méchanceté. Ils le font toujours. » J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Certaines personnes n'ont pas appris à gérer leurs problèmes de manière saine. Et quand on ne sait pas comment faire, on blesse les autres sans le vouloir. Parfois même les gens qu'on aime. Est-ce qu'ils nous aiment? À leur manière, oui. Mais l'amour n'est pas toujours suffisant si on ne sait pas comment le montrer sans faire de mal. Sophie s'est blottie contre moi. Je t'aime, mamie, et tu ne me fais pas de mal. Ces mots ont guéri quelque chose en moi que je ne savais pas briser parce qu'ils m'ont montré que tout en valait la peine. Chaque nom que j'ai dit, chaque limite que j'ai fixée, chaque porte que j'ai fermée, tout a mené à ce moment où je pouvais leur donner ce dont ils avaient le plus besoin, pas de l'argent, la paix. Décembre est revenu. Une année complète depuis ce Noël, depuis cette porte fermée, depuis ces mots qui ont tout changé. Cette fois, j'ai décoré mon appartement. Pas avec des choses chères, avec des choses que les enfants avaient faites. Des dessins, du papier, des ornements, un petit sapin, mais plein d'amour. Jessica et Ryan sont venus pour leur visite de Noël supervisée. C'était gênant, tendu, mais civil. Les enfants leur ont donné des cadeaux faits à la main. Ils ont apporté des jouets, des mots d'affection maladroits. En partant, Ryan est resté à la porte un instant. « Merci, maman, de faire ça, d'être ce que nous n'avons pas pu être. »« Je ne le fais pas pour toi, » ai-je répondu. « Je le fais pour eux. »« Je sais. »« Et pourtant, merci. » Il est parti, et j'ai fermé la porte. Mais cette fois, pas avec colère, avec paix, parce que j'avais enfin trouvé l'équilibre. Je pouvais aimer mes petits-enfants sans me sacrifier. Je pouvais aider sans me détruire. Je pouvais être une grand-mère sans être une victime. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, je me suis assise près de la fenêtre. La neige tombait doucement à nouveau, exactement comme il y a un an. Mais j'étais différente. Je n'étais plus la femme qui a sonné à cette porte avec des cadeaux et de l'espoir. Je n'étais plus la femme qui acceptait des miettes et appelait ça de l'amour. Je n'étais plus la femme qui se vidait pour remplir les autres. J'étais Véronica, juste Véronica, avec des limites, avec de la dignité, avec la paix. Et alors que je regardais la neige tomber silencieusement, j'ai compris une dernière chose. Peut-être que la vraie vengeance n'est pas de détruire la personne qui vous a blessé. C'est de se reconstruire. C'est de trouver la paix pendant qu'ils trouvent les conséquences. C'est de bien vivre pendant qu'ils apprennent. Peut-être que les perdants sont juste des gens qui ont arrêté de payer pour les erreurs de tout le monde. Et si cela faisait de moi une perdante, alors je perdrais avec fierté.
Parce que j'avais enfin gagné quelque chose de bien plus précieux que leur approbation. Je m'étais retrouvé. La neige est tombée paisiblement cette nuit-là, et moi aussi.